Bonjour, donc je vais vous parler de la communication des personnes dans le syndrome d'Angelman. C'est une présentation, comme je suis chercheur au CNRS, qui est essentiellement basée en fait sur une revue de la littérature et aussi un peu sur mon expérience personnelle et sur les projets de recherche qu'on mène actuellement. Il faut que j'arrive à reprendre, voilà. Donc, je suis, comme on vient de le dire, chargée de recherche au CNRS. Je suis en section 34, qui est la section sciences du langage. Et je travaille dans un laboratoire à Grenoble et dans le pôle parole et cognition. À la base, je fais de la recherche fondamentale, puisque le CNRS, c'est avant tout un organisme de recherche fondamentale. Et je m'intéresse à la manière dont la cognition, et en particulier le langage, sont mises en forme via les interactions avec l'environnement par les systèmes perceptuomoteurs. Donc, je m'intéresse beaucoup à la motricité, aux relations entre la motricité et le langage. Sur le plan personnel, je suis touchée par le handicap à différents niveaux. D'abord, j'ai une petite sœur adoptive qui a 2 ans de moins que moi, qui a une trisomie 21, avec qui j'ai grandi. Et puis, depuis 2017, j'ai une petite fille qui s'appelle Jolène, qui a le syndrome d'Angelman et qui a donc 5 ans aujourd'hui. Donc forcément, alors déjà, mon vécu avec ma petite sœur, ça avait quand même beaucoup influencé mon orientation professionnelle et mes thématiques de recherche. Et du coup, c'est vrai qu'avec l'arrivée de Jolène, j'ai de plus en plus laissé la recherche, on va dire, plus fondamentale, en tout cas chez les personnes tout venant, pour m'intéresser de plus en plus à la communication chez les personnes en situation de déficience intellectuelle et actuellement en déficience intellectuelle sévère à profonde. En parallèle, je collabore avec différents chercheurs à Grenoble avec pour objectif de développer la recherche interdisciplinaire sur la CAA. Donc, ça fait pas très longtemps qu'on travaille dessus. Et puis, comme j'ai été en congé maternité pendant 6 mois là, du coup, j'ai fait une pause sur le plan professionnel. Mais du coup, on a principalement 2 gros axes de recherche qui sont de travailler sur les outils de communication et puis ce qui m'intéresse plus moi, qui est un axe de recherche qui vise à comprendre la communication, à l'évaluer pour comprendre comment on peut l'augmenter. Et puis, je suis aussi pas mal impliquée dans la formation initiale et continue, enfin autant que je peux, pour diffuser des connaissances sur la CAA et sur la déficience intellectuelle. Donc, par exemple, en master de neuropsychologie, en master de sciences cognitives ou parfois en orthophonie ou en sciences du langage. Enfin, là, je donne différents séminaires sur la CAA à l'université. Actuellement, on a un projet en collaboration avec l'AFSA, donc qu'on a mis aussi un peu en pause là, comme j'étais en congé maternité, mais qui va reprendre en janvier, qui s'appelle Participe Action, qui est financé par la Fondation des maladies rares et qui a pour objectif de décrire les comportements communicatifs des personnes avec un trouble complexe de la communication, avec les méthodes que nous, on maîtrise en sciences du langage. Donc, mon objectif principal, c'est quand même de ramener de la connaissance de recherche fondamentale sur la communication vers la recherche un peu plus pratique. Et pour ça, essentiellement, on s'est orienté vers des observations, donc des analyses d'enregistrement vidéo de personnes avec le syndrome d'Angelman ou d'autres types de pathologies en train d'interagir avec une autre personne au quotidien, et puis des questionnaires aux familles. Donc, c'est une recherche qui est non interventionnelle, puisque c'est compliqué en fait de faire de la recherche interventionnelle avec les personnes en situation de handicap sévère. Et puis aussi parce qu'on a besoin d'avoir ces observations pour pouvoir orienter des recherches un peu plus interventionnelles. Donc, je vais passer un petit moment pour vous dire un peu ce qu'on connaît actuellement sur la communication des personnes d'Angelman dans les articles qui ont été publiés. Pardon ? Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un micro qui n'est pas fermé ou qu'on me dit quelque chose, en fait. Donc, du coup, comment les personnes avec le syndrome d'Angelman communiquent-elles ? Je vais me baser sur des articles de la littérature, en particulier sur une revue, puisque je me base sur ces articles parce que c'est des connaissances objectives et qui vont permettre notamment d'orienter, qui sont celles qu'on va utiliser notamment pour orienter les préconisations dans les prises en soins. Donc, dans cet article qui est sorti, il me semble, en 2019 et donc qui répertorie tous les travaux qui ont été publiés dans la recherche scientifique sur la communication des personnes avec le syndrome d'Angelman, les auteurs, la première chose qu'ils constatent, c'est qu'il y a très peu d'études sur les aspects de compréhension. Donc, on ne peut pas dire grand-chose sur la manière dont les personnes comprennent le langage et la parole. Ensuite, les auteurs insistent, et ça c'est assez systématique dans tous les articles et tous les travaux sur la prise en soin de la communication chez les personnes avec des déficiences intellectuelles et des troubles de la parole plus généralement.
mais c'est particulièrement important dans la déficience intellectuelle, c'est de bien faire une distinction parole, langage, communication. Donc, on retrouve cette distinction dans la revue de la littérature de Pearson et Hall. Donc, ils insistent bien sur le fait que souvent, il y a une imprécision dans l'utilisation des termes tels que langage et parole, malgré la différence significative entre les troubles du langage et ceux de la parole. Et que dans les populations où les problèmes de communication et de langage sont courants, comme les personnes avec une déficience intellectuelle, c'est vraiment important de préciser et de clarifier ces termes pour pouvoir adapter le soutien et mener une intervention appropriée. Donc, on va retrouver ça, la petite image qu'il y a sur mon slide en bas, c'est sur ma diapositive. C'est le livre de Libby Cummins sur la prise en charge de la communication précoce dans la trisomie 21, et Libby Cummins insiste de la même manière sur cette nécessité de bien distinguer. Il faut faire très attention de ne pas dire que les personnes n'ont pas de langage quand elles parlent pas, ce qui est encore assez systématique, même si depuis 5 ans, je vois un peu une évolution à force de me battre contre ça. Je vois quand même des gens maintenant qui vont parler de langage oral plutôt que de langage et de dire les personnes avec Angelman, elles n'ont pas accès au langage oral ou elles n'ont pas le langage oral, mais ne plus dire elles n'ont pas le langage. Parce que effectivement, alors c'est pas valable que pour les personnes, là c'est pas valable que pour les personnes en situation de handicap. Il faut savoir que si on a l'impression que la parole elle est omniprésente dans notre communication et qu'elle domine et qu'elle est naturelle, la parole, elle n'est pas naturelle et en fait, la majorité du sens de ce qu'on véhicule quand on communique va passer par la modalité qu'on appelle non-verbale. Et c'est ce que j'ai écrit à côté, issu d'un article du coup sur la communication non-verbale qui dit qu'il y a 60 à 65% du sens d'une situation sociale qui est communiquée de manière non-verbale. Ou on peut le dire de manière autrement en disant qu'il y a 31% de la variance de signification qui est attribuée au canal verbal et donc il reste à peu près entre 60 et 70% au canal non-verbal. Voilà, donc c'est important de bien avoir en tête que c'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a pas le langage et surtout qu'on ne comprend pas la parole. Donc dans le syndrome d'Angelman, comme dans la trisomie 21, on observe des compétences réceptives qui sont en général supérieures aux compétences expressives. Alors dans la trisomie 21, c'est très flagrant parce que du coup, c'est quand même un petit peu plus facile d'évaluer les personnes avec trisomie 21 que les personnes avec le syndrome d'Angelman. Mais dans le syndrome d'Angelman, on a pu se rendre compte de ça, notamment avec les questionnaires aux familles, parce que comme la compréhension est très difficile à évaluer, c'est vrai que si on l'évalue hors contexte, on va avoir des scores qui sont... Enfin, on n'a pas d'outils adaptés, donc on a des effets planchers. Et voilà, mais maintenant, on sait qu'ils ont des compétences réceptives qui sont supérieures aux compétences expressives, donc ils comprennent mieux la parole que ce qu'ils peuvent la produire. Et donc, on ne peut pas non plus réduire, comme dans la trisomie 21, on ne peut pas réduire le trouble de la parole seulement à la déficience intellectuelle. Il y a d'autres mécanismes qui interviennent, qui sont des mécanismes aussi au niveau sensoriel et moteur. En général, donc pour pouvoir comprendre comment les personnes avec le syndrome d'Angelman communiquent, il faut avoir des axes de description. Et en général, on va trouver dans la littérature 3 dimensions principales pour décrire un acte de communication, qui sont la modalité, la fonction communicative et le contenu sémantique. Donc, la modalité, c'est comment j'envoie mon signal et dans quelle modalité. Donc, en général, on distingue la modalité verbale de la modalité non verbale, sachant que verbal et non verbal, il faut se méfier un peu de cette terminologie parce que selon les articles et selon les personnes, on va comprendre verbal comme étant la modalité orale, la parole en fait, et le langage oral, et la modalité non verbale comme étant tout le reste. Donc, on va retrouver des gens qui vont mettre la langue des signes dans la modalité non verbale. Et puis, de plus en plus, parce qu'on se rend compte que dans la langue des signes, il y a aussi de la gestualité non verbale, on va utiliser verbal plutôt comme linguistique ou non linguistique. Donc ça, il faut faire attention un peu à ce qu'on met derrière les termes parce que selon les articles, on ne va pas les définir de la même manière. La fonction communicative, c'est qu'est-ce que je fais en envoyant ce signal, quel acte communicatif. Donc en général, dans la littérature, on va distinguer les actes qui sont intentionnels de ceux qui sont non intentionnels, sachant que ce n'est pas du tout facile à évaluer. Mais il faut bien avoir en tête qu'actuellement, dans la littérature en sciences du langage, un acte communicatif, tels qu'ils sont décrits, en tout cas souvent, ils sont de manière implicite considérés comme étant intentionnels. Or, il y a aussi toute une communication non intentionnelle, pas uniquement chez les personnes en situation de handicap, aussi chez nous, qui sont des manifestations corporelles, ce qu'on va appeler des signaux informatifs, et qu'on a besoin d'inclure dans la communication si on veut pouvoir étudier la communication des personnes en situation de handicap sévère à profond, parce que sinon, on va vraiment être appauvri vu que c'est difficile de déterminer si un acte il est intentionnel ou pas chez ces personnes.
Donc, les fonctions de communication, là, la petite icône, c'est un article, c'est une norme qui répertorie qui a un peu formalisé toutes les fonctions de communication qu'on peut trouver dans les conversations entre des personnes tout venant. Et en général, on va distinguer des fonctions de gestion de l'information, donc demander une information, fournir une information, des fonctions de gestion de l'action, demander à quelqu'un de faire quelque chose, s'engager soi à faire quelque chose, et puis à chaque fois, il y a différentes variables dans la manière de les faire. La gestion des tours de parole, c'est à toi, non, attends, j'ai pas fini. Le feedback, je t'ai pas compris, tu m'as pas compris, qui sont des actes de communication très, très importants et qui sont vraiment sous-investis dans la rééducation orthophonique, et en particulier avec les personnes avec trisomie 21. Elles maîtrisent très mal ce type d'acte, et du coup, ça fait que quand elles sont en conversation, pour les personnes tout venant, c'est très perturbant d'être face à quelqu'un qui fait jamais de feedback, de retour. Et puis, les obligations sociales, comme s'il te plaît, bonjour, ça va, et puis il y a d'autres fonctions que je n'ai pas détaillées ici. Le contenu sémantique, je ne vais pas revenir dessus, parce que le contenu sémantique, ça peut être évidemment une infinité de sens. Du coup, je pense que j'ai 2 fois le même slide. Ouais. C'est pas grave. Donc maintenant, je vais décrire un peu les modalités communicatives. Je vais reprendre les 2 axes principaux, donc qui sont la modalité communicative et les fonctions communicatives. C'est ces 2 axes qu'ont repris Pearson dans leur article pour décrire la communication des personnes avec le syndrome d'Angelman. Donc, ils ont distingué communication non symbolique de communication symbolique. Moi, j'ai un peu mis non symbolique, non verbal, non symbolique, non verbal, non linguistique, parce qu'encore une fois, c'est pas très évident de distinguer les différents termes. Donc, en général, on va trouver, dans le syndrome d'Angelman, on va trouver des vocalisations. Alors, les vocalisations produites par les personnes ont été très peu étudiées. Il y a un article récent, donc, qui date de 2018, où ils ont analysé les vocalisations des personnes avec le syndrome d'Angelman enregistrées dans le cadre d'interactions avec des orthophonistes. Je vous montre une petite vidéo. Du coup, j'ai pris une vidéo de ma fille parce que c'est pas parce que parce que je suis fière, donc je sais pas. Enfin voilà, c'est juste parce que du coup, j'ai pas l'autorisation sur les vidéos de participation pour montrer le visage des gens. Et du coup, je montrerai des vidéos ensuite, mais c'est un peu frustrant parce qu'on voit juste des petits bouts ou juste le son parce que j'ai pas encore demandé les autorisations spécifiques pour montrer le visage des gens. Je te dis quelque chose. Donc ça, c'est un exemple de vocalisation qu'on va retrouver. On se filme avec la caméra. Tu aimes bien te filmer avec la caméra, tu aimes bien te regarder après. Ouais. On se filme avec la caméra. C'est pour le projet de recherche. C'est pour regarder comment toi, tu communes de lire, je l'aime. Ouais, tu me racontes. Donc, on va retrouver ce type de babillage avec une prosodie quand même qui montre que c'est un peu plus que juste des vocalisations. Il y a une intonation dedans. Donc, ça, c'est des choses qui n'étaient pas du tout analysées, sur lesquelles j'aimerais bien travailler. Parce que souvent, on voit aussi dans les autres vidéos, on voit des intonations qui imitent un peu le langage, comme on peut voir aussi des fois chez les jeunes enfants. L'article sur l'analyse sur l'analyse vraiment plus spécifique des sons qui sont produits montre que c'est la plupart du temps des voyelles. Et comme on voit, alors ici sur le petit schéma, c'est un triangle vocalique qui montre la position de la langue. En général, les personnes ont la langue positionnée en arrière et la bouche ouverte, ce qui fait qu'elles vont plutôt produire des voyelles type A, O que I, U. Voilà, donc ça montre en fait qu'elles ont un problème de motricité, de contrôle de leur langue. C'est une langue en position de repos. Ensuite, dans la modalité non verbale, on va avoir la manipulation physique de l'autre. Alors là, j'ai volontairement choisi un extrait de vidéo qui montre une manipulation physique de l'autre un peu particulière, puisque c'est une manipulation physique qui va aller vers une communication symbolique. C'est juste pour vous donner l'idée qu'en fait, c'est pas toujours si simple en fait de distinguer un acte de symbolique de non symbolique, puisqu'on peut avoir des actes de manipulation physique de l'autre qui sont en général non symboliques et qui vont vers une fonction symbolique. Sauf que la vidéo ne marche pas. Bon, c'est pas grave. En fait, c'est une vidéo où on voit la personne avec le syndrome d'Angelman prendre la main de sa maman pour pointer sur le pod. Et voilà, donc je suis désolée, je ne sais pas pourquoi elle ne marche pas. Peut-être que je crois que c'est parce que le contrôleur, il est sur l'autre écran. Je l'ai vu passer. Voilà.
Donc, elle ne va pas pointer elle directement, elle pointe en prenant la main de son aidant, de la maman. Dans le syndrome d'Angelman, une modalité qui est très prépondérante, c'est les gestes manuels. Donc, en général, c'est surtout des gestes déictiques, de saisie, les gestes représentatifs. Enfin, ce que je dis là, c'est ce qui a été répertorié dans l'article. Ce n'est pas ce que les parents vont répertorier directement. C'est ce qui a été répertorié dans la littérature. Donc, surtout des gestes déictiques ou de saisie. Les gestes représentatifs sont beaucoup plus rares et en général, il y a plus de gestes représentatifs ou de signes dans les formes sans délétion que dans les formes avec délétion. Donc, on va observer, comme dans cette petite vidéo, des gestes de pointage, par exemple. Et ici encore, j'ai repris parce que ici aussi, l'enfant prend la main de sa maman pour la faire pointer sur le pod, comme on l'a vu avec l'autre personne. C'est des choses, enfin, l'utilisation de l'autre comme ça, c'est vraiment des choses qui sont récurrentes dans le syndrome d'Angelman. Et puis, on a d'autres types de communication. Je n'ai pas mis d'exemple vidéo parce que ça serait trop identifiant. Des expressions faciales, le regard, les mouvements corporels qu'on retrouve. Sur la communication symbolique, verbale, linguistique, alors, je vois, ah si, on va l'entendre. Donc, il y a des mots, les personnes vont produire des mots isolés, donc en général très peu et au prix de très gros efforts d'articulation. Donc là, j'ai un petit extrait de son qu'on a, ça c'est extrait des vidéos de participation hein, d'un jeune adolescent qui essaye de dire crocodile. Je ne sais pas si je vais arriver à le jouer. Donc, il essaie de dire crocodile. Donc, on entend bien les 3 syllabes au début. Il fait crac, 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 crac. C'est difficile de transcrire. Mais ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on travaille dans le projet Participation, sur la transcription des sons qui sont produits. Les mots sont très difficiles, mais il va y avoir souvent papa, maman, des mots bisyllabiques avec des consonnes bilabiales. Les signes sont globalement plus faciles à produire que les mots, avec une très grande variabilité interindividuelle. Dans l'article de Pearson, les études répertoriées montrent qu'il y a en général entre 2 et 200 signes selon les individus, sachant qu'il y a très peu de personnes qui ont plus de 10 signes. Hein. Voilà, et souvent, c'est une approximation des signes. Là, c'est un exemple du coup d'une jeune personne avec le syndrome d'Angelman qui va signer travailler. Donc, on voit que le signe, c'est pas exactement le signe travailler où on met les 2 points et on fait le travail ensemble. Hein. Puis en même temps, il y a l'usage du pod. Comme ça, j'ai coupé les vidéos pour gagner du temps. Donc voilà, là, il refait bien le signe travailler et on voit que comme il a un problème de contrôle, il ne va pas aller faire le signe en serrant ses poings et en tapant sur travailler. Des fois, là, on arrive à reconnaître le signe quand même. Des fois, c'est plus difficile de reconnaître le signe. C'est un peu le même problème qu'au niveau de l'articulation de la parole, mais il y a à peu près 50 personnes, des personnes avec le syndrome d'Angelman qui vont utiliser au moins un signe pour communiquer. Ensuite, il y a la communication qui va utiliser différents types de symboles. Donc ici, par exemple, c'est un exemple d'usage d'une image pour dire qu'elle veut manger. Donc, elle donne une image à sa maman pour dire qu'elle veut manger. Donc, ça, c'est des choses qu'on observe dans nos vidéos, comme il a été observé dans la littérature. Il y a un micro qui est... Je ne sais pas s'il y a un micro qui fait un bruit un peu désagréable. Donc, dans la littérature, du coup, on rapporte un usage des symboles plus fréquent dans les formes sans délétion qu'avec délétion. Il faut savoir que les articles les plus anciens sont un peu désuets parce qu'ils ne rapportent pas de forme de communication symbolique. Selon les auteurs, selon Pearson, c'est un effet de la désinstitutionnalisation, du fait que les personnes vont moins en institut. Elles sont plus dans des bains de langage qui leur permettent d'accéder à la communication symbolique. C'est une interprétation des auteurs. Hein. Il y a aussi le fait que maintenant, on utilise des évaluations, des questionnaires aux familles plutôt que des observations directes. Enfin, il peut y avoir plein de facteurs pour expliquer ça. Selon Pearson et al., la CA avec support, elle est utilisée par 62 à 70% des personnes, 48% ont une tablette. Il y a seulement 4% qui ont vraiment un succès total dans l'usage, mais il y a aussi seulement 4% qui ont un échec total. Donc, ça veut dire qu'au milieu, ça laisse quand même une grosse proportion de personnes qui utilisent la tablette avec plus ou moins de succès. Il y a vraiment un manque de données sur l'usage de la CA avec support dans les littératures, ce qui fait que c'est très difficile de faire des préconisations basées sur la preuve puisqu'on manque de données. En ce qui concerne les fonctions de la communication, donc pourquoi les personnes communiquent, on observe que 97% des personnes vont communiquer pour exprimer un refus, pour échanger de l'information.
et pour commenter. Alors, il faut faire attention parce qu'on s'est rendu compte dans le projet de participation qu'on n'avait pas tous les mêmes définitions de ce que c'était un commentaire, un échange d'informations, etc. Ce qu'on observe, c'est que les personnes, elles font surtout en fait de la gestion de l'action, c'est-à-dire des demandes d'action à des autres personnes pour obtenir quelque chose, par exemple. Et en général, donc ça c'est dans le tir de Pearson, il y a peu d'imitation. Et puis ici, ce que rapporte Pearson, c'est qu'il y a des formes de communication plus variées dans les formes du syndrome sans délétion qu'avec délétion. Donc actuellement, il y a peu d'études sur les fonctions réalisées par les personnes avec le syndrome d'Angelman. Il y a une étude un peu référence de Quinn et al. Il faut savoir que les fonctions réalisées elles vont dépendre de la modalité communicative et de ce qu'on a appris à la personne. Donc si un support de communication, par exemple, il ne permet pas de poser des questions, c'est fort probable que la personne n'arrivera pas à poser des questions. En ce qui concerne le troisième résultat qu'il y avait dans Pearson, c'est quel type d'intervention on peut mettre en place. Et là, il y a très très peu d'études sur les interventions. Il y en a sur le geste amélioré, c'est-à-dire repérer ce que la personne est capable de faire en termes de gestualité et le détourner pour faire des actes communicatifs. Et puis, il y a des entraînements à la communication fonctionnelle qui visent à réduire le nombre de comportements des filles, mais ça reste des études avec très peu de participants. Donc, il manque vraiment de recherche interventionnelle sur la communication. Donc, pour conclure sur comment les personnes communiquent, essentiellement via des canaux de communication non verbaux, non symboliques, pour faire des demandes ou pour rejeter. Mais en fait, ce qu'on observe actuellement, ça nous dit absolument rien de comment elles communiquent et communiqueront quand elles bénéficieront d'un meilleur usage de la CA et qu'on disposera de meilleurs outils pour les évaluer. Donc, notamment, c'est assez impressionnant puisque les vidéos sur le web qu'on peut voir des familles montrent des compétences qu'on ne voit pas bien dans les articles de recherche, en fait. Et ça, c'est parce qu'on manque d'évaluation. Je dis juste un petit mot sur l'évaluation de la communication des personnes avec le syndrome d'Angelman. Donc, la première chose sur l'évaluation, c'est qu'il faut se poser la question de pourquoi on évalue. Est-ce qu'on évalue pour décrire le syndrome, le situer par rapport à une norme? Est-ce qu'on évalue pour mesurer un progrès, ce qui est le cas, par exemple, de l'échelle ORCA, avant ou après un traitement médical? Ou est-ce qu'on évalue pour déterminer comment aider et accompagner la personne au quotidien? C'est trois types d'évaluation qui sont valides et qui ont raison d'être, mais ce n'est pas exactement la même chose. Donc, une évaluation, elle n'est jamais neutre, et c'est important, quand on évalue, de savoir ce qu'il y a derrière l'outil qu'on utilise et de prendre en compte les spécificités de la personne. Il y a une limite des approches quantitatives, en particulier pour les personnes avec le handicap sévère. Vygotsky était contre tout ce qui était échelle de QI, score sur l'évaluation, etc. Et il disait qu'il fallait que l'enfant avec un trouble neurodéveloppemental, ce n'est pas un enfant moins développé par rapport à l'enfant à développement neurotypique, c'est un enfant qui se développe différemment. C'est-à-dire que il était très critique sur tout ce qui était les âges de développement, etc., parce que ça ne permet pas, en fait, de définir vraiment une prise en soin qui va permettre à la personne, qui va identifier les points forts de la personne et lui permettre d'évoluer. Les préconisations actuelles, c'est d'avoir une approche qualitative orientée vers la personne et son environnement. Donc, c'est de faire des inventaires de la communication de la personne, de ses besoins, mais aussi des comportements de ses partenaires, des points forts et des points faibles qu'on peut identifier dans son environnement. C'est identifier les supports isolés et c'est faire des évaluations en contexte en prenant en compte la culture de la personne. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les articles et qui est vraiment sous-investi, je trouve, en France. Et il faut aussi pouvoir évaluer les aspects expressifs et réceptifs. Donc, ça doit être une approche positive globale de la personne, respectueuse de ses droits. Et puis, l'approche, en plus d'être qualitative et positive, elle doit être dynamique, c'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est pas tellement de dire, tiens, la personne, à cet instant-là, elle sait faire ça, elle ne sait pas faire ça, ce qu'on fait souvent, en fait, quand on évalue, on arrive souvent à des conclusions sur tout ce que la personne ne sait pas faire. Or, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que la personne elle arrive à faire quand on lui donne des supports adaptés et qu'on va l'aider à avancer dans une direction, puisque c'est là qu'elle va aller ensuite, quand qu'elle pourra faire toute seule. Donc ça vient de Vygotsky, c'est la zone proximale de développement ou la zone de développement proximal, selon les traductions. Donc, ça veut dire que dans l'évaluation, on doit inclure les compétences, les supports et les accommodations requises à la personne. Donc, je vais finir, il reste entre 5 et 10 minutes sur les méthodes et les outils pour soutenir la communication des personnes avec le syndrome d'Angelman. Et puis, si j'ai le temps, j'évoquerai pourquoi c'est difficile de mettre en place certains outils de CA. Donc, juste pour dire, moi, je traduis communication CA par communication augmentée et alternative, et pas communication améliorée et alternative comme on le voit en général.
Je fais ça, c'est pas juste parce que je préfère le terme augmenté ou parce que j'ai décidé que c'était mieux comme ça, hein, c'est parce que je travaille dans le cadre de la cognition incarnée et située et de l'humain augmenté, qui sont des cadres théoriques en sciences cognitives. Et c'est vraiment, pour moi, utiliser le terme augmenté, ça permet vraiment de repositionner la CA dans un continuum avec le normal, puisque c'est l'idée que l'être humain, il est augmenté par ses outils, et ceux qui soient en situation de handicap ou pas. Et donc, c'est pour ça que je préfère le terme augmenté à améliorer. La CA, c'est quoi? Donc, ce sont des méthodes et des outils pour communiquer quand on ne peut pas parler ou pas assez bien pour dire ou pour parvenir à dire tout ce qu'on voudrait dire. Donc, c'est très, très large. Et selon la définition qu'on adopte, on va mettre dedans seulement de plus en plus, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on retrouve dans la CA bientôt plus que les outils avec les nouvelles technologies, les tablettes, etc. C'est ça dans les articles notamment de Pearson, on va appeler la CA. Or, la CA, on peut voir ça de manière beaucoup plus large. En particulier, la CA, c'est d'abord, parce qu'on peut bien inclure tous les outils qu'on veut, hein, la CA, c'est d'abord une adaptation de l'interlocuteur et de l'environnement, et c'est d'abord la création d'espaces de communication conjoints partagés, c'est-à-dire de situations dans lesquelles on va pouvoir développer la communication. Donc, la communication, il faut bien avoir en tête que c'est une activité conjointe. Elle n'est pas dans la personne, mais elle est dans l'interaction entre la personne et un ou plusieurs locuteurs. Donc ça nous vient des travaux de recherche en sciences du langage, hein. Quand on communique, c'est pas juste moi j'envoie un signal à l'autre personne qui va me renvoyer un signal et puis c'est des échanges, des interactions comme ça. Il y a vraiment une influence entre les deux personnes. Les outils de CA, en général, on les classifie selon 3 axes. La période d'usage, est-ce que c'est permanent, transitoire, temporaire? Donc, dans le syndrome d'Angelman, l'usage va être permanent. Il va y avoir des outils qui vont être utilisés de manière temporaire, transitoire, pour aller vers d'autres outils. Mais les personnes ne pourront jamais avoir une maîtrise de la parole suffisante pour exprimer tout ce qu'elles veulent exprimer par la parole. Donc, elles ont besoin de CA. La relation à la parole, donc elle peut améliorer, augmenter ou alternative, la remplacer, c'est-à-dire quand vraiment la personne elle peut pas parler. En général, la CA, elle est quand même toujours un peu une augmentation de la parole parce qu'elle augmente au moins en réception, en compréhension, quand elle augmente pas en production. Et puis, elle peut être avec support ou sans support. Donc, la CA sans support dans le syndrome d'Angelman, c'est travailler sur tout ce qu'on a vu en termes de communication non verbale et de faire d'ailleurs de cette communication non verbale, parfois de la transformer en communication symbolique, hein, c'est le cas des gestes améliorés. Du coup, on peut utiliser toutes les modalités, donc sans support. La CA, on peut aussi utiliser des CA avec support low-tech, des supports que je vais appeler ponctuels spécifiques, qui sont, par exemple, alors j'ai mis en bleu des objets physiques qui vont être associés à une situation, un objet, etc. Donc, ça peut être des objets, des photos, des pictos isolés, des symboles tactiles, ou ça peut être aussi des outils qui vont permettre justement de développer l'espace de communication dont je parlais avant, hein, les plannings visuels, les talking maps, les tableaux contextuels, les cahiers de vie, etc., qui vont créer des situations de communication. Et puis, des outils de communication robustes, hein, et en particulier le POD, qui est un outil qui est beaucoup utilisé en France avec le syndrome d'Angelman. La CA avec support high-tech, du coup, là aussi, on va retrouver des supports que j'ai appelés ponctuels, entre guillemets, hein, des photos isolées, des plannings visuels, des tableaux contextuels, etc. Et puis des outils robustes, qui permettent d'avoir un vocabulaire riche, d'exprimer toutes les fonctions communicatives et d'avoir un accès à la morphosyntaxe. Alors, en ce qui concerne le syndrome d'Angelman, qu'est-ce qu'on sait actuellement de ses usages? Donc, je l'ai dit un peu tout à l'heure, hein, selon Pearson, il y a 62 à 70% des personnes qui vont avoir accès à une tablette, un classeur de communication, des supports de communication. Mais il y a encore, il y a un usage, il y a un certain succès chez 70% des personnes, donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Le problème, c'est qu'actuellement, en recherche, on n'a pas d'études qui permettent de justifier l'usage d'un outil plutôt qu'un autre. Et puis, de toute façon, on n'a pas le droit de préconiser d'un outil plutôt qu'un autre, comme c'est des outils payants et fermés. Sur le web, on peut trouver, je pourrais vous donner les liens si vous ne les connaissez pas, hein, mais on peut trouver des vidéos de personnes qui vont utiliser le pod, y compris dans Participation, dans le projet Participation. On a des personnes qui utilisent le pod avec quand même assez de succès, hein.
Proloco to go aussi, donc avec la chaîne YouTube Maëlle Rayon de Soleil, si vous la connaissez. Et on va voir aussi, notamment aux États-Unis, des personnes qui vont utiliser des outils à programmation motrice comme Speak for Yourself, je pourrais vous expliquer si vous avez des questions. Dans tous les cas, un apprentissage qui est requis. Donc, pourquoi? Parce que de toute façon, la seule manière par laquelle le petit humain apprend à parler, c'est par un apprentissage et en recevant beaucoup de stimulation. Il faut savoir qu'un enfant de moins de 2 ans, il entend entre 62 000 et 215 000 mots par semaine. Donc, ça représente entre 800 et 2 500 mots par heure selon son milieu socio-économique. Donc, la modélisation, ce n'est pas quelque chose de spécifique au handicap. Donc, il y a différents types de modélisation. Soit on utilise l'outil de CA pour augmenter la parole. Donc, la personne, on va discuter et puis on va utiliser l'outil de CA en discutant de manière informelle. Donc, ça, c'est la manière la plus fréquente de l'utiliser. On va utiliser l'outil de CA pour encourager ou susciter une réponse en utilisant des invites. Donc, ça, c'est une approche qui est plutôt utilisée par les enseignants. Et puis, un usage d'outils de la CA en mode démonstration. On va apprendre du vocabulaire, chercher du vocabulaire, qui est une forme aussi un peu didactique, moins naturelle d'apprentissage. Donc ça, ce que je vous dis là, ça vient de l'article de Biggs et al, qui est le seul article que je connais sur la modélisation en CA, vraiment, qui est autant approfondi, c'est un article de revue. En termes pratiques, les auteurs ils soulignent l'importance de la formation des partenaires par les orthophonistes ou autres professionnels de CA, et ils incitent sur la nécessité d'intervenir dans des contextes naturels et de donner des retours directs aux partenaires sur la manière dont ils modélisent. Donc ça, c'est vraiment des formes de prise en charge qui sont quasi inexistantes en France, et c'est vraiment problématique. Donc l'outil devrait être utilisé en modélisation par la famille, les proches, les pairs, les instits, etc. Je vais terminer, du coup, il me reste 4 minutes sur les mythes et limites à l'usage de la CAA. Alors, je n'ai pas pris tous les mythes et les usages. Il y a des articles qui ont été traduits en français, notamment par Mathilde Mella, il y en a un, je pense, ou je ne sais plus, ou en tout cas qu'elle avait fait traduire. Et puis, il y a plusieurs articles sur les mythes de la CA, mais je reprends juste quelques idées principales. D'abord, il y a l'âge, qui est un mythe qui revient encore souvent, c'est-à-dire qu'il faut attendre un certain âge pour commencer la CA. Alors, il faut faire attention à ça, parce que la communication intentionnelle, elle est basée sur des expériences de comportement préintentionnel et de réponse environnementale. Si ces comportements en réponse ne sont pas suffisants stimulés, il y a un problème dans ma phrase, où les réponses ne sont pas là en fait pour stimuler suffisamment le développement, les stratégies d'augmentation, c'est-à-dire la CA, peuvent être justifiées à tout âge et tout niveau cognitif. Donc en gros, le bon âge, c'est celui où on se rend compte que la personne, elle n'arrive pas à exprimer, elle n'arrive pas à s'exprimer suffisamment. Il y a des compétences, il y a des personnes qui pensent qu'il faut des compétences préalables, ça c'est ce qu'on pensait avant. Avant, on essayait d'avoir une liste de compétences préalables avant d'introduire la CAA. Maintenant, on sait qu'il ne faut pas exclure les enfants des interventions de CAA sur la base d'évaluation des performances intellectuelles ou d'aptitudes sensorimotrices préalables. Pourquoi? Parce que c'est en utilisant l'outil que va se développer la compétence, notamment le geste de pointage. Souvent, on dit on ne va pas lui donner une tablette ou un pod parce qu'il ne pointe pas, mais en fait, c'est parce qu'on va utiliser de manière répétée le pod ou l'outil avec la personne qu'elle va se mettre à pointer dessus. La CA empêcherait la parole. Alors ça, c'est encore des idées qui reviennent parfois, notamment aussi pour les gestes manuels. Il faut bien... Alors ça, c'est faux, c'est archi faux. La CA, elle n'empêche pas le développement de la parole. Et en plus, la CA, au contraire, elle est orientée vers la stimulation de la parole et en particulier en compréhension. Et puis, il y a un mythe aussi qui est que les outils high-tech sont pour les personnes avec de bonnes compétences cognitives. Donc ça, c'était avant parce que c'était des outils qui coûtaient très, très cher. Maintenant, avec les iPads, les téléphones portables, l'ordinateur omniprésent et puis l'interaction au toucher, ça a rendu beaucoup plus accessibles ces outils. Ça, c'est mon avant-dernier slide. Donc, il y a 2 articles par des auteurs australiens que je trouve intéressants sur les freins à l'usage de la CAA. Donc, ça s'applique pour le syndrome d'Angelman aussi. C'est pas que là, ce que j'ai dit sur la CAA, c'est pas que pour le syndrome d'Angelman, parce qu'en fait, la CAA, on ne va pas définir un usage d'outil par rapport à un syndrome, par rapport à une étiologie. C'est vraiment le choix de l'outil, il va se faire par rapport à la personne, à son environnement, aussi ce qui est capable d'utiliser l'environnement. Donc, les freins à l'usage de la CAA, dans Moorcroft et al., ils ont analysé des entretiens avec des mamans
des mamans australiennes, et ils identifient 3 grands types de freins, donc les barrières psychologiques de la famille, les outils et les facteurs externes. Donc, parmi les barrières psychologiques de la famille, il y a le deuil de l'enfant normal, le fait qu'on dit, bon, ben, il sait bien se faire comprendre, il n'a pas besoin d'un autre outil. Parmi il y a des problèmes liés aux outils, hein, qui sont souvent rapportés comme étant trop lents, trop complexes ou pas adaptés. En termes de facteurs externes, il y a beaucoup de critiques sur la manière, le manque de suivi par les pros, le manque de soutien, le manque d'écoute et le manque de respect du choix des familles. Voilà, je vais m'arrêter ici. Ça, c'était juste des voies un peu de discussion et pour résumer, voilà, juste pour dire que c'est important de se rappeler que les personnes avec le syndrome d'Angelman, c'est des communicants multimodaux. Donc, ils utilisent la voix, ils utilisent la parole, ils utilisent leurs mains, ils utilisent l'action. Ils peuvent utiliser aussi des outils de CA, à condition qu'on les utilise avec eux. Ils peuvent développer une communication symbolique et des fonctions de communication variées si on a des outils adaptés et que, encore une fois, on a une répétition quotidienne de l'usage. On a un manque d'observation de tout ça et c'est très frustrant parce que quand on veut faire des préconisations, du coup, on ne peut pas toujours bien les faire parce qu'on n'a pas assez de données dans la littérature. Il faut garder en tête que l'évaluation, elle doit être positive et dynamique, hein. Vygotsky disait, ça ne sert à rien d'évaluer les gens si c'est pour arriver qu'il y a des conclusions négatives, hein, puisque ce n'est pas là-dessus, ce n'est pas sur des conclusions négatives qu'on peut baser une prise en soin. C'est important de respecter la personne, son milieu familial et sa culture. Et en termes de prise en soin, c'est important qu'elle soit précoce, c'est important dans la mesure du possible d'utiliser des outils de CA robustes, c'est important d'avoir une prise en soin interdisciplinaire, mais qui soit centrée sur la personne, ses aidants et en contexte, et un usage des outils de CA au quotidien par les aidants, les pros, mais aussi avec les pairs. C'est vraiment important de respecter les choix de la famille, parce que de toute façon, en tant que pro, il faut bien avoir en tête qu'on peut bien dire à cet outil-là, moi je pense qu'il est mieux. Si la famille, elle accepte pas l'outil, de toute façon, il ne sera pas utilisé et du coup, c'est important de bien échanger avec les aidants. Voilà, je vais m'arrêter là. Écoutez, merci à vous, merci beaucoup. Peut-être on a un temps pour des questions-réponses. Je ne sais pas si les personnes souhaitent poser des questions. Ah, Lara souhaite poser une question. Vas-y, Lara, on t'écoute. Oui, je mets aussi ma caméra. Voilà. Voilà, donc merci Amélie. Je ne sais pas si ce sont des questions, mais peut-être deux observations, deux thèmes. Le premier concerne en fait, je ne sais pas si les autres partagent aussi, mais je trouve un peu que dans le médico-social aujourd'hui, les professionnels en fait sont vraiment super pour faire des observations de comment la personne essaye de communiquer de façon multimodale, effectivement, ou avec des outils s'il y en a, s'ils sont mis en place. Mais en fait, il y a du mal à, comment dirais-je, à transformer ces observations souvent très fines, très précises, en objectifs pour améliorer, je ne sais pas, faire plus de signes ou plus précis, ou utiliser plus d'images, ou passer, je ne sais pas, de l'objet physique aux images, etc. Voilà, ça c'est une observation. Et donc, d'où, je ne sais pas si tu as déjà constaté ça, et d'où ça vient, voilà. C'est juste pour ouvrir une discussion. Et puis, tant que j'ai la parole, je donne ma deuxième observation. En fait, il y a plus d'études sur, comment dirais-je, le mythe, il n'y a pas d'âge limite vers le bas, entre guillemets, pour commencer la communication alternative. Donc, les enfants, c'est ouvert aux enfants de tout âge et en toute situation. Mais je me pose la question, effectivement, pour les parents d'adultes, voilà, un homme, une femme de 35, 40 ans qui donc n'a jamais bénéficié d'une exposition à la communication alternative. Est-ce qu'il y a des limites dans ce sens? Je voulais juste engager la conversation avec toi sur ça. Merci. Alors, pour la deuxième question, je pars dessus parce que non, bien sûr, il n'y a pas de limite, hein. On voit des adultes, je pense au cas de Jessie, la jeune américaine qui a le syndrome d'Angelman et qui utilise Speak for Yourself. Donc, Speak for Yourself, c'est une grille de 128 icônes, hein, c'est assez petit.
Et du coup, elle a appris à l'utiliser à 20 ans, hein, elle ne pointait pas avant. Les parents, ils avaient essayé d'utiliser plein de choses différentes avec elle, Proloco, le pod, tout ça, et ça ne leur convenait pas. Donc, ils ont préféré cet outil-là qui limite le nombre de pages, en fait, mais où il y a beaucoup d'icônes dessus. Elle a appris à l'utiliser à 20 ans. J'ai plein d'exemples de personnes avec trisomie 21 qui se sont mis à utiliser des outils à l'âge adulte. Moi, je pense que le bon âge, c'est le moment où on se rend compte que la personne, elle a un manque d'outils. Donc ça, enfin, je sais que ça va te paraître aussi évident, hein, mais voilà. Et le problème, j'ai l'impression qu'on a le même problème d'un trisomie 21, mais je pense avec toutes les pathologies neurodéveloppementales, c'est que du coup, il y a énormément de travaux chez l'enfant et il n'y en a quasiment pas chez l'adulte. Un peu comme si, arrivé à l'âge adulte, il n'y avait plus de plasticité cérébrale et qu'il y avait plus rien à faire. Et du coup, ça a pour conséquence aussi que souvent, il y a aussi plein d'adultes qui se retrouvent, qui avaient appris à utiliser un outil et qui se retrouvent sans outil quand ils passent dans des centres pour adultes parce que les gens ne sont pas du tout formés et qu'on pense à former les gens qui vont s'occuper des enfants, mais pas des adultes. Donc voilà, et dans la littérature, souvent, en fait, le syndrome d'Angelman, en plus, comme c'est une pathologie rare, c'est tout mélanger les adultes et les enfants dans les résultats. Donc ça m'embête aussi un peu parce qu'on a souvent l'impression qu'il y a un plafonnement du développement et que du coup, il n'y a plus de progression à l'âge adulte dans les études et c'est un artefact du fait que tout est mélangé et qu'il y a peu de participants adultes. Mais on l'a vu dans participation aussi, hein, il y avait beaucoup, en général, il y a beaucoup plus d'enfants, de parents d'enfants qui participent. Et sur ta première remarque, du coup, sur le fait que tu dis que, je ne sais pas si j'ai bien compris, que les pros, ils sont doués pour observer, caractériser, mais moins pour mettre en place et le suivi. Je pense qu'il y a vraiment un manque d'outils hein, pour évaluer les progressions des enfants. Et en plus, alors le problème qu'il y a, c'est que... Alors en CAMS, tu vois, les enfants, ils y vont une fois par semaine, et puis ils ne viennent pas à la maison, les gens du CAMS. Donc, du coup, il n'y a pas d'accompagnement à la maison et du coup, ce n'est pas en 1 heure par semaine qu'on peut développer quelque chose avec un enfant avec un trouble du neurodéveloppement sévère. Hein, c'est juste pas possible. Donc ça, il faut aussi revoir les modalités de prise en soin, quoi. Et ça, c'est ce qui ressort des articles de Moorcroft et qui revient des interviews avec les mamans. Hein, c'est qu'elles manquent de soutien. C'est souvent les mamans hein, qui participent, mais voilà, elles manquent de soutien à la maison, de suivi, du fait que les pros viennent à la maison pour leur montrer comment faire, etc. Donc, c'est aussi compliqué à cause de ça. Et dans les IME, je pense qu'il y a aussi un manque de formation et de pros. On est encore dans une démarche d'évaluer pour évaluer les difficultés et pour soigner, en gros, plus que une démarche de prise en soin, enfin d'aide au développement de la personne plus spécifique. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais on est encore dans des trucs d'évaluation en termes négatifs, en fait, voilà, pour le dire un peu de manière péjorative. Mais... Bien, merci. Donc, on avait 1 ou 2 questions sur le chat. Bon, une question sur est-ce qu'on aura accès au support de communication? Moi, je répondrais oui, bien sûr, dans la mesure où le webinaire il sera diffusé sur YouTube, donc vous aurez accès au support. Et on avait une question peut-être. Je la vois, du coup, je peux y répondre si vous voulez. D'accord, allez-y. Sur est-ce qu'il y a un lien entre les facultés? Oui, bien Oui, sûr. bien sûr. Alors ça, 80% des troubles du comportement dans le handicap, et pas que dans le handicap d'ailleurs, hein, c'est un problème de communication. C'est pour ça que d'ailleurs dans les 2 prises en soin qui est répertoriée dans l'article de Pearson, donc il y en a une sur la gestualité augmentée et la deuxième c'est vraiment sur la prise en charge pour diminuer les comportements comportements défis, les comportements de challenge. Donc ça c'est bien connu. Il y a 80% des comportements, je crois que c'est évalué, même à plus de 80% des comportements qui sont liés à des difficultés communicatives. Oui, bien sûr. Donc voilà, quand on trouve un outil de communication adapté, les comportements défis disparaissent petit à petit. Et du coup, là, juste pour dire, parce qu'il y a une méthode pour ça, hein, la méthode, c'est vraiment à chaque fois qu'il y a le comportement défi, pas de le réprimander, mais de le remplacer par la communication. Oui, bien sûr. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire disparaître ces comportements. Voilà. Entendu, écoutez, merci pour cette intervention. Donc, je crois qu'il va être possible de passer à notre deuxième intervention.
qui sera faite par le docteur Delphine Gaudin et qui va concerner les troubles de l'intégration sensorielle avec le syndrome d'Angelman. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez, Delphine, vous êtes là de toute façon, mais est-ce que vous pouvez prendre la main? Et voilà, très bien. Donc, c'est parfait. Donc, je vous laisse démarrer votre intervention. Merci. Je vous remercie. Est-ce que vous m'entendez? OK. Oui, Alors, pas de problème. lancer le diaporama. Ah. Voilà. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint en mode diaporama? Très bien. Merci Lara pour ceci. Alors, je m'appelle Delphine Gaudin-Bruel, je suis pédiatre au CHU de Brest. Je suis médecin-chercheur au CHU de Brest. Je suis donc pédiatre. J'ai travaillé quelques années en SSR pédiatrique et en structure médico-sociale CESAD et IEM. J'ai un intérêt très prononcé pour la rééducation et la réadaptation pédiatrique. Et j'ai réalisé ma thèse sur le développement sensorimoteur précoce dans le syndrome d'Angelman. Et c'est donc la présentation que je vais faire aujourd'hui s'appuie sur ce travail-là et puis sur des recherches bibliographiques sur ce thème-là. Et je suis également maman d'un enfant, Maxime, qui a 10 ans et qui est atteint du syndrome d'Angelman. Et donc aujourd'hui, je propose de parler des particularités sensorielles de ce syndrome et de l'aborder sous la forme de 3 questions. La première est de parler des origines des difficultés sensorielles, des particularités sensorielles du syndrome d'Angelman. La deuxième question est de savoir comment est-ce qu'on peut les évaluer. Et puis la troisième question est de savoir quelles réponses on peut y apporter dans le quotidien de l'enfant. Alors, je vais commencer sur la question des origines des particularités des particularités sensorielles du syndrome d'Angelman. Donc, le syndrome d'Angelman est un syndrome neurogénétique qui est lié à plusieurs altérations génétiques et qui, d'un point de vue d'expression comportementale et phénotypique, neurologique, présente des corrélations entre le type d'anomalie génétique qui est responsable du syndrome et donc les comportements ou les manifestations neurologiques. Et il a été décrit de manière assez consistante dans la littérature que les formes par délétion présentaient un tableau qui était souvent plus intense et plus sévère en termes de manifestations proprement neurologiques, mais également en termes de comportement. Alors, cette dissociation entre les formes par délétion et les autres formes est attribuée globalement par les auteurs au fait que dans la forme par délétion, il y a d'autres gènes qui sont également délétés, alors que par exemple dans les formes par mutation, seul le gène qui est reconnu comme étant responsable du syndrome, le gène UBE3A, et présente un déficit. Bon. En fait, d'un point de vue donc, de physiopathologie, le gène UBE3A, qui est reconnu quand même comme étant la cause principale du syndrome d'Angelman dans toutes les formes, est une code pour une molécule qui reconnaît des molécules intracellulaires pour les marquer avec d'autres petites molécules qui sont les molécules d'ibutytine et les adresser pour leur dégradation dans une usine intracellulaire de dégradation qui est le protéasome. En fait, on ne connaît pas très bien les substrats de cette molécule, mais on sait que certains substrats sont des substrats qui interviennent dans la transmission du message nerveux et dans la plasticité synaptique. Et donc, ce qu'on sait de la physiopathologie du syndrome d'Angelman, aujourd'hui, grâce à des modèles animaux qui sont des modèles de délétion uniquement du gène UBE3A, donc qui ne reproduisent pas totalement la clinique du syndrome d'Angelman et la corrélation génotype-phénotype, c'est qu'il existe une hyperexcitabilité neuronale qui retentit vers des difficultés de régulation posturale, des difficultés de programmation motrice, posturale, de motricité volontaire et des difficultés de régulation comportementale. Et l'autre aspect physiopathologique du syndrome, c'est le déficit de plasticité synaptique. La plasticité synaptique, c'est la capacité d'un groupe de neurones à se connecter de manière différente en fonction de l'expérience vécue. Et donc, cela affecte les difficultés d'adaptation à un environnement changeant, affecte les difficultés d'apprentissage et de généralisation des apprentissages, c'est-à-dire que lorsque l'environnement change, est-ce qu'on peut reproduire une fonction neurologique dans cet autre environnement?
C'est-à-dire, quand on a appris dans un environnement donné, est-ce qu'on peut transférer cet apprentissage dans un autre environnement? Donc ça, c'est ce qui est connu de manière très fondamentale sur le syndrome d'Angelman. Or, dans le syndrome d'Angelman, il a été également décrit que les neurones qui dysfonctionnaient du fait de l'absence de cette protéine étaient à la fois les neurones des structures profondes et les neurones des structures superficielles. Or, toutes les informations qui arrivent à notre système nerveux central et qui nous permettent de nous renseigner sur notre environnement, toutes les informations sensorielles sont collectées au niveau des régions profondes du cerveau, du tronc cérébral, de la substance noire, des noyaux gris centraux. Et dans ces régions-là du cerveau, il y a une fonction de modulation des informations sensorielles pour prioriser certaines informations par rapport à d'autres. Et dans ces régions-là, il y a une compartimentation des informations sensorielles dans 3 compartiments. Le premier compartiment, c'est le compartiment moteur, c'est-à-dire comment est-ce que face à des informations sensorielles qui nous arrivent, on programme notre régulation motrice posturale, nos gestes volontaires, etc. La deuxième compartimentation, c'est la compartimentation limbique, c'est-à-dire émotionnelle. Et la troisième compartimentation, c'est la compartimentation associative, c'est-à-dire notamment la régulation de toutes les fonctions cognitives et notamment la régulation de la fonction d'attention. Dans le syndrome d'Angelman, donc ce sont les régions profondes qui sont compartimentées et qui envoient en fait des boucles de rétroaction au niveau cortical. Et dans le syndrome d'Angelman, chacun de ces 3 grandes fonctions sur lesquelles arrivent les informations sensorielles sont perturbées. Alors, au niveau moteur, il existe des troubles de régulation et des coordinations motrices qui ont été décrits de manière historique dans le syndrome d'Angelman. De même, dans la régulation émotionnelle, c'est la présentation émotionnelle, joyeuse, affectueuse des enfants avec syndrome d'Angelman fait partie de la description historique du syndrome, mais il existe également des troubles anxieux qui ont été mis en évidence dans le syndrome et qui font partie de ce système limbique également, qui font partie des fonctions gérées par le système limbique, et puis également les fonctions associatives, cognitives du syndrome d'Angelman qui sont également bien décrites, et notamment les troubles de l'attention, j'y reviendrai parce qu'il y a vraiment une intrication forte entre l'attention pour les apprentissages et les difficultés sensorielles présentées par les enfants. Donc, tout ça pour dire que les particularités sensorielles des enfants et des adultes avec syndrome d'Angelman ne sont pas uniquement des comportements qui n'ont pas de sens, qui font partie d'une description syndromique et que du coup, il faut mettre un pansement sur ce comportement pour essayer de l'atténuer. Vraiment, les informations sensorielles sont intimement intriquées, le traitement des informations sensorielles est intimement intriqué avec les autres troubles du syndrome, notamment le déficit attentionnel, notamment l'hyperactivité motrice, les troubles du tonus, les troubles de la régulation motrice volontaire et la régulation émotionnelle. C'est vrai pour d'autres troubles neurodéveloppementaux, mais dans le syndrome d'Angelman, c'est particulièrement vrai. Alors, donc, les troubles du traitement sensoriel ne constituent pas, à ce jour, des troubles qui sont en fait une entité diagnostique. Cependant, il y a eu plusieurs auteurs qui travaillent sur ces questions-là depuis plusieurs décennies, qui ont essayé de décrire cliniquement chez les enfants des profils d'enfants de comportement vis-à-vis des informations sensorielles. Et je trouve cette classification très intéressante parce c'est une classification qui, d'une part, décrit les recherches sensorielles intenses, et j'y reviendrai plusieurs fois dans la présentation, et d'autre part, c'est une classification qui est décrite par l'auteur comme étant progressive. Alors, je vais essayer d'expliquer parce que c'est peut-être pas très clair. Donc, cet auteur décrit les troubles de la modulation sensorielle comme pouvant être de 3 types: l'hyporéactivité sensorielle, l'hyperréactivité sensorielle et les recherches sensorielles intenses. Elle décrit que des enfants qui présentent des troubles de la modulation sensorielle sont pratiquement toujours gênés par des troubles de la discrimination sensorielle. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à moduler dans l'ensemble des informations sensorielles qui leur arrivent une priorité de gestion d'une information sensorielle par rapport à une autre, ils n'arrivent pas à discriminer un sens par rapport à un autre, et parfois, au sein d'un même sens, ils n'arrivent pas à discriminer 2 informations qui sont de nature différente. Et lorsqu'un enfant présente des troubles de la modulation sensorielle et a fortiori des difficultés de discrimination sensorielle, la régulation motrice est très altérée puisque, évidemment,
l'enfant a du mal à programmer sa réponse motrice en fonction d'informations sensorielles qui sont traitées de manière pas optimale. Et ça peut avoir deux répercussions. Une répercussion posturale, c'est-à-dire sur la motricité qui n'est pas uniquement de la motricité volontaire, mais qui est involontaire et inconsciente, et puis une régulation sur la motricité volontaire, consciente, et notamment sur les praxis. Alors, je trouve cette classification assez intéressante parce qu'elle fait donc la distinction entre l'hyporéactivité sensorielle et les recherches sensorielles intenses qui, très souvent, lorsqu'on fait une analyse des difficultés sensorielles des enfants, sont traitées comme étant un tout. Alors que, donc là, j'ai mis des exemples, alors que, par exemple, dans le sens de l'audition, un enfant qui présente une hyporéactivité sensorielle, c'est un enfant qui a une négligence pour des bruits ordinaires du quotidien. C'est un enfant qui les ignore. Alors qu'un enfant qui a des recherches sensorielles intenses, c'est un enfant qui recherche les bruits intenses, qui recherche la musique forte, qui aime les endroits sonores, etc. Donc, ce sont deux présentations cliniques très différentes. Et l'hyperréactivité sensorielle, c'est au contraire un enfant qui se bouche les oreilles, qui est très gêné par les bruits. Au niveau vestibulaire, si on fait un peu la description clinique, elle décrit des enfants avec une hyporéactivité comme étant des enfants qui ignorent les mouvements, qui ne sont pas attentifs aux chutes, qui se protègent mal en tombant, etc. Alors que les enfants qui ont des recherches sensorielles intenses se mettent dans des positions complètement antigravitaires, recherchent des mouvements rapides, des rotations, bougent beaucoup, etc. Et enfin, l'hyperréactivité, ce sont les enfants qui, au contraire, évitent le mouvement, évitent d'être déplacés, en général, qui peuvent avoir le mal des transports, avoir peur de tomber, etc. Alors, aucun de ces profils n'est un profil exclusif. D'abord, aucun de ces profils n'est exclusif du syndrome d'Angelman. Pour une personne donnée, un enfant ne présente pas forcément que des recherches sensorielles intenses ou qu'une hyporéactivité dans tel canal sensoriel. Souvent, ce sont des profils mixtes. Mais ce qui apparaît quand même dans le syndrome d'Angelman, et là je m'appuie sur mon travail de thèse, c'est qu'il existe un profil comportemental stéréotypé, corrélé au génotype et corrélé à l'âge dans le syndrome d'Angelman, et qui est principalement marqué par des recherches sensorielles intenses dans chaque canal sensoriel, ce qui donne lieu à des difficultés d'adaptation de l'environnement importantes. Alors, la première chose, c'est une des caractéristiques quand même du syndrome d'Angelman, qui a été un petit peu décrite dans la littérature, c'est la perception de la douleur et de température. Alors, il y a des informations qui sont un petit peu contradictoires concernant la douleur. Il y a des articles de sciences fondamentales qui disent qu'il y a probablement une hyperalgie d'un point de vue neurofonctionnel dans le syndrome d'Angelman, alors que des études cliniques qui reposent sur le vécu des familles mettent plutôt en évidence une absence d'expression de la douleur. Alors, bon, c'est un petit peu difficile de faire la part des choses dans l'état actuel des connaissances, mais en tout cas, il y a des arguments pour penser que la perception de la douleur est modifiée dans le syndrome d'Angelman, qu'il peut y avoir une hyperalgie avec une expression diminuée de la douleur et que pour le moment, on en est là. En tout cas, elle doit mener à une évaluation systématique de la douleur en cas de changement comportemental brutal des enfants avec le syndrome d'Angelman. La deuxième chose, c'est la question de la tolérance des températures extrêmes, qui elle a été décrite, qui peut être un facteur déclenchant de crise d'épilepsie lors de fièvre, par exemple, mais également lors de températures extrêmes de forte chaleur, qui peut être un facteur déclenchant de crise d'épilepsie. Et puis, il peut y avoir des recherches sensorielles intenses vis-à-vis des températures. Il peut y avoir une sélectivité alimentaire, donc du coup plutôt une hyperréactivité, une éviction de certaines températures. Concernant le sens vestibulaire, les comportements de recherche sensorielle intense vestibulaire répétitive sont décrits dans le syndrome et sont associés à des troubles de l'équilibre. Et il semblerait qu'ils soient plus présents à un âge jeune, les recherches sensorielles intenses. Ensuite, concernant le sens tactile, alors le sens tactile, c'est un sens très compliqué pour les personnes avec syndrome d'Angelman parce qu'on retrouve les trois manifestations. La première, c'est les recherches sensorielles intenses avec la fascination pour l'eau qui est décrite dans la description syndromique du syndrome d'Angelman, mais également une hyporéactivité tactile, notamment une négligence périorale de la salivation et une hyperréactivité tactile lors des enfants qui sont très nerveux, très chatouilleux lors de l'habillage, du chaussage, des caresses superficielles. Donc, il y a les trois caractéristiques dans le sens tactile pour le syndrome d'Angelman.
Concernant l'audition, là aussi, il y a une particularité dans le syndrome d'Angelman. La première chose, donc il y a toujours ces recherches sensorielles intenses auditives avec des enfants qui apprécient la musique, les percussions, mais il semblerait qu'il y ait également des difficultés de discrimination parce que ces recherches sensorielles intenses sont liées à seraient liées à certaines fréquences et pas à d'autres, et notamment excluraient certaines fréquences qui sont plus propres au langage et expliquerait une négligence, notamment chez les jeunes enfants atteints de syndrome d'Angelman, de la voix par rapport à des bruits environnementaux. Et donc, serait peut-être à l'origine d'une hypervigilance vis-à-vis des bruits environnementaux et à l'inverse, d'une vigilance atténuée de la voix au cours du début du développement sensorimoteur. Quant à la vision, il y a également des recherches sensorielles intenses avec un goût prononcé pour les images visuellement riches, les couleurs vives, les contrastes, les reflets qui peuvent être totalement en lien avec des troubles neurovisuels dans le syndrome. Concernant l'odorat et le goût, là aussi, on retrouve des recherches sensorielles intenses, olfactives, avec des personnes qui sentent les personnes, les plats, les objets, et qui peuvent être associées soit une hyperréactivité, soit une hyporéactivité gustative et olfactive, avec des enfants qui évitent certaines odeurs absolument, ou au contraire, qui ne semblent pas du tout gênés par des odeurs désagréables. Et je termine avec, à mon avis, le plus important, c'est la proprioception, dans le syndrome d'Angelman, avec des recherches sensorielles intenses, répétitives, proprioceptives, très intenses, et qui sont associés à des troubles des coordinations et une hyperactivité motrice dans le syndrome. Ce qui m'amène directement à parler des comportements dits d'auto- ou d'hétéro-agressivité dans le syndrome d'Angelman, des comportements disruptifs. Sont-ils d'origine sensorielle? Sont-ils liés à une frustration de la communication? Ils sont très probablement de causalité multiple, et toujours de causalité multiple, et ils imposent en tout cas la nécessité d'une analyse fonctionnelle des comportements lorsqu'il y a un changement brutal de comportement de l'enfant. Et d'un point de vue sensoriel, il me semble indispensable devant la survenue de comportements particulièrement intenses, un changement brutal de comportement chez les enfants et adultes atteints de syndrome d'Angelman, de rechercher des facteurs favorisants sensoriels et au premier rang desquels la douleur, et notamment les douleurs invisibles liées à des troubles digestifs, que ce soit la constipation ou le reflux gastro-œsophagien, ou évidemment toutes les autres sources sensorielles d'inconfort, le faim, le froid, la chaleur, ou d'autres sources sensorielles. Et lorsque l'on a une évaluation rigoureuse de la douleur avec une échelle adaptée, confrontée aux connaissances des accompagnants et des aidants, et que l'on a encore un doute sur une origine douloureuse chez l'enfant ou l'adulte atteint de syndrome d'Angelman, de la nécessité de faire des traitements d'essai, d'épreuves antalgiques pour évaluer si oui ou sinon on a une efficacité avec un traitement antalgique, parce que l'évaluation de la douleur est extrêmement difficile dans le syndrome d'Angelman et que passer à côté d'une douleur n'est juste pas possible pour le confort des enfants et des adultes avec syndrome d'Angelman. Alors, donc, là où je voulais en venir par rapport à cette description un petit peu sens par sens, qui peut paraître un peu rébarbative du syndrome d'Angelman, c'est qu'il s'agit véritablement de recherches sensorielles intenses dans chaque canal sensoriel ces recherches sensorielles intenses sont en fait des tentatives des enfants et des adultes de s'auto-moduler, mais ces tentatives sont infructueuses et elles deviennent envahissantes pour les personnes porteuses de syndrome d'Angelman, et cela peut être très déstructurant dans leur vie quotidienne. Alors, j'en viens à ma deuxième question qui était comment évaluer ces difficultés d'origine sensorielle, comment faire la part des choses entre l'ensemble de la globalité de l'accompagnement de la personne, des problématiques d'origine sensorielle. Alors, en premier lieu, je reviens sur la question des évaluations standardisées. Effectivement, l'évaluation standardisée, si elle a pour but de montrer ce qui ne va pas chez l'enfant, elle n'a aucun intérêt. Par contre, elle peut permettre quand même d'essayer d'objectiver un fonctionnement de l'enfant. Il existe différentes façons d'évaluer le profil sensoriel d'un enfant. On utilise beaucoup en France le profil sensoriel de Dune, mais il a une limite majeure pour moi, c'est qu'il ne fait pas tellement la distinction entre l'hyporéactivité et les recherches sensorielles intenses. Bon, en tout cas, on doit s'efforcer de trouver des indications
simple, intelligible par tous les accompagnants d'enfants et d'adultes avec syndrome d'Angelman, de la façon dont fonctionne l'enfant à l'égard des informations sensorielles. La deuxième chose, c'est d'essayer d'avoir des indications sur les comportements adaptatifs, puisque toutes ces particularités sensorielles altèrent les capacités d'adaptation des enfants, et donc d'avoir une information sur le niveau de l'enfant en termes de comportement adaptatif a un intérêt non pas pour avoir un affichage développemental, on s'en fiche complètement. L'idée, c'est de pouvoir le répéter et de pouvoir se dire que la stratégie qu'on a choisie pour l'accompagnement de cet enfant est utile parce qu'elle apporte une progression. Et donc, l'intérêt de l'échelle de Vineland, à mon avis, elle est dans la répétition à long terme de plusieurs évaluations pour pouvoir, d'une part, pointer dans les stratégies d'accompagnement des domaines dans lesquels l'enfant est particulièrement en difficulté et donc il nécessite une stratégie supplémentaire d'accompagnement, et ensuite pour réévaluer l'efficacité de cette stratégie un an et demi plus tard. Elles permettent aussi, ces échelles, d'avoir des indications globales sur les adaptations à mettre en œuvre dans le quotidien. Voilà, donc je voudrais ajouter qu'elles ne sont pas… ces évaluations initiales nécessitent très souvent d'être complétées par d'autres évaluations. Alors, toujours l'évaluation neurovisuelle et l'évaluation de l'audition, parce qu'il peut y avoir des troubles associés. Il peut y avoir un déficit d'audition qui n'a rien à voir avec le syndrome d'Angelman, mais qui peut ne pas favoriser quand même la compréhension. Il peut y avoir des troubles neurovisuels qui nécessitent des adaptations particulières, notamment de tous les outils de communication. Une évaluation des troubles du sommeil peut aussi être très intéressante parce que est-ce que c'est les troubles du sommeil qui sont favorisés par les troubles sensoriels, ou est-ce que c'est les troubles sensoriels qui favorisent les troubles du sommeil? C'est difficile de faire la part des choses, mais en tout cas, ça nous permet d'avoir, là encore, des arguments sur est-ce que l'enfant est à un état le plus régulé possible en termes de vigilance. Ensuite, évidemment, l'évaluation de la douleur, l'évaluation de l'attention chez les enfants avec syndrome d'Angelman est très intriquée avec l'environnement sensoriel et les adaptations sensorielles mises en œuvre. Toutes les évaluations de la qualité de vie. Pour moi, pour avoir travaillé auprès d'équipes pluridisciplinaires de rééducation, pour moi, l'intérêt de ces différentes évaluations n'est pas dans le compte-rendu unique de chaque évaluation, mais dans la synthèse de l'ensemble de ces comptes-rendus en une synthèse facile à lire et à comprendre pour chaque intervenant, pour la famille, pour les rééducateurs, pour les éducateurs, pour les instituteurs, de manière à faciliter l'accompagnement global et pluridisciplinaire de l'enfant et à faciliter la prise en compte des adaptations possibles pour cet enfant dans tous les environnements. Bon, ceci dit, ces évaluations ne sont pas du tout utiles lorsqu'il y a des comportements disruptifs et lorsqu'il y a des comportements aigus ou des comportements dits d'agressivité dans le syndrome d'Angelman. Et la réponse, il y a plusieurs réponses à chercher dans ces cas-là concernant ces comportements. S'agit-il de comportements d'origine sensorielle? C'est toujours multicausal, mais est-ce qu'il y a une part au moins sensorielle dans la genèse de ces comportements? Quel type de comportement sensoriel il s'agit, si c'est le cas? Est-ce que ce sont des comportements d'hyporéactivité, d'hyperréactivité, de recherche sensorielle intense? C'est un intérêt parce que la réponse à y donner n'est pas la même. Est-ce que le contexte de survenue est systématisé? Quelle est l'intensité des comportements? Et surtout, est-ce qu'il y a un retentissement sur la vie quotidienne de l'enfant? Est-ce qu'il y a un retentissement sur ses capacités d'attention, sur ses capacités d'adaptation et surtout sur ses capacités d'apprentissage? Alors, je voudrais juste insister encore une fois sur les recherches sensorielles intenses pour dire que les recherches sensorielles intenses, comme l'hyporéactivité, comme l'hyperréactivité, sont en fait liées à des troubles neurophysiologiques et probablement sont des tentatives d'autorégulation, mais qui sont envahissantes et qui ne permettent pas à l'enfant d'atteindre un état de vigilance propice aux apprentissages. Quand l'enfant a des comportements de mordre, de taper, il est très excité, il n'est pas accessible aux apprentissages et on ne peut pas dans ces moments-là apaiser l'enfant en lui proposant uniquement une attention focalisée, en lui disant calme-toi, regarde, c'est ça qui est important, ça ne marche juste pas.
Et il y a une autre particularité qui est donc liée aux recherches sensorielles intenses, c'est que les enfants et les adultes porteurs de syndrome d'Angelman, comme ils ont ces comportements de recherche sensorielle intense dans chaque canal sensoriel, ils trouvent très facilement des ressources sensorielles dans leur environnement. Ils ne sont pas dépendants des personnes ou de leurs accompagnants pour trouver des ressources sensorielles. Et ça, c'est un problème important puisqu'ils s'auto-entretiennent dans des comportements qui sont des comportements inadaptés en faisant cela. Donc, il y a vraiment une question sur le contrôle de l'environnement lorsqu'il y a des comportements disruptifs, lorsqu'il y a beaucoup de comportements inadaptés dans le quotidien de l'enfant. Il y a une question à se poser de savoir si il n'y a pas un auto-entretien par une capacité de l'enfant à aller se ressourcer, en fait, trouver ses ressources sensorielles par lui-même. Et donc, les recherches sensorielles intenses, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais elles sont mal objectivées par les profils sensoriels qu'on passe en pratique routine de réadaptation. Le profil sensoriel ne permet pas toujours de bien faire la part des choses entre l'hyporéactivité et l'hyperréactivité. Alors, j'insiste encore sur le fait que les troubles sensoriels sont intimement en lien avec la vigilance et l'attention des enfants, et que pour être dans une calme et attentif et dans en capacité d'apprentissage, ça nécessite une modulation sensorielle, c'est-à-dire une inhibition d'une bonne partie des informations sensorielles qui nous parviennent pour ne pas être happés par l'environnement qui nous entoure. Et donc, ça, c'est pour les enfants qui ont un seuil hyper-réactif. Et au contraire, au niveau hyporéactif, c'est au contraire de mettre suffisamment en exergue certaines informations sensorielles qui nous parviennent pour pouvoir les traiter et les juger importantes en quelque sorte. Pour donner lieu à une réponse neurologique. Donc, c'est un schéma, mais ça, c'est un schéma d'un enfant d'à peu près 2-3 ans qui va à l'école le matin, qui se lève, qui du coup est un petit peu pas encore dans un état de vigilance suffisant pour les apprentissages au moment du réveil, mais très rapidement, il y arrive. Il passe toute sa matinée en conditions d'apprentissage. Après le repas, il fait une sieste, mais toute l'après-midi, il retrouve des conditions d'apprentissage propices. Et la nuit, il dort sans réveil nocturne, sans augmentation de l'éveil. Chez un enfant qui présente des troubles de la modulation sensorielle, en fait, l'enfant, il passe très rapidement d'une hyper-réactivité à une hyporéactivité. Il cherche, en ayant des recherches sensorielles intenses, à s'autoréguler, mais il n'y arrive pas parce qu'il a un système neurologique qui passe d'un épuisement des neurones à une hyperexcitabilité. Et donc, finalement, dans sa journée, il passe très peu de temps dans un état constant propice aux apprentissages. Il y passe du temps, mais c'est très rapide, c'est difficile à percevoir pour les accompagnants et c'est très déstructurant pour la vie de l'enfant, évidemment. Et dans le syndrome d'Angelman, il y a des troubles du sommeil qui sont fortement en lien avec l'état du coup de vigilance et la dysrégulation de l'état de vigilance, qui peuvent faire que les enfants avec syndrome d'Angelman peuvent être dans un état tout à fait propice aux apprentissages en pleine nuit, ce qui n'est pas du tout adapté, évidemment, à la vie quotidienne. Donc, dans ces cas-là, dans le cas de comportements disruptifs et de troubles de la modulation sensorielle, le plus parlant est toujours l'analyse fonctionnelle contextualisée, transversale entre tous les intervenants et dynamique, bien sûr, c'est-à-dire de répéter ce type d'analyse fonctionnelle permet, là encore, d'avoir une vision beaucoup plus juste de l'évolution de l'enfant. Alors là, c'est un exemple, mais par exemple, on peut faire la liste des comportements inadaptés d'un enfant et faire le relevé, en quelque sorte, pendant plusieurs jours avec les différents intervenants, des comportements qui surviennent, dans quel contexte, qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y avait après. Et ça nous permet de répondre aux questions que j'avais citées tout à l'heure, de savoir si le contexte de survenue des comportements inadaptés est systématisé, parce que parfois, on ne voit pas toujours dans le quotidien, quand on est aux prises avec les comportements inadaptés, ce qu'il y a de systématisé dans la survenue de ces comportements. Donc, c'est vraiment intéressant à faire et c'est intéressant de le faire de manière dynamique toujours. Alors, j'en viens à ma troisième partie sur les réponses à y apporter aux difficultés sensorielles des enfants avec syndrome d'Angelman. Alors, la remédiation des difficultés sensorielles des enfants avec syndrome d'Angelman est évidemment toujours psychoéducative. Elle doit toujours inclure la communication et les outils de compréhension et d'autorégulation des enfants au niveau du comportement.
mais elle implique donc de connaître le profil de l'enfant, d'éliminer systématiquement, toujours de manière répétée, les facteurs favorisants et notamment la douleur, de proposer une analyse fonctionnelle lorsqu'il y a une problématique, soit d'évaluer la progression de l'enfant, soit une problématique de changement brutal de comportement, et de proposer donc cet accompagnement psychoéducatif en première attention avant les médications. Et de le réévaluer. Et de le réévaluer parce que on peut se tromper. Et donc, parfois, même si l'accompagnement est bien psychoéducatif, il est bien centré sur les comportements, on a bien fait le profil sensoriel de l'enfant, parfois, on peut apporter des réponses qui tombent un petit peu à côté. Et donc, c'est important de pouvoir le réévaluer pour ajuster l'accompagnement. Alors, les principes d'adaptation de l'environnement, j'ai beaucoup insisté sur le fait que les recherches sensorielles intenses n'étaient pas tout à fait du même type que l'hyporéactivité sensorielle. J'ai insisté là-dessus parce qu'en fait, la prise en soin n'est pas la même et elle n'a pas la même efficacité. Si on propose à des enfants qui ont des recherches sensorielles intenses des stimulations sensorielles de forte intensité, fréquentes, on favorise les recherches sensorielles intenses et on n'arrive pas du tout à diminuer ce type de comportement. Ça, c'est vraiment une réponse qui doit être donnée dans le cas d'hyporéactivité. Un enfant qui est négligent, eh bien, on va lui proposer des stimulations sensorielles pour lesquelles il est négligent, à intensité variable, durée variable, fréquence variable, pour stimuler l'état de vigilance à ces stimulations sensorielles. Alors qu'au contraire, quand un enfant a des recherches sensorielles intenses, la question, c'est de structurer les ressources sensorielles, de ne pas laisser l'enfant s'auto-gérer en fait et accéder lui-même à ses ressources sensorielles, parce que sinon il est dans une impasse, il n'arrive pas à dépasser ça. Et donc, la première chose, c'est de mettre en œuvre des outils d'autorégulation, de lui apprendre l'usage des outils d'autorégulation, mais surtout, il y a une question de temporalité, c'est-à-dire de proposer les ressources sensorielles en amont ou simultanément avec une tâche attentionnelle soutenue, de manière à ce que l'enfant reçoive la ressource sensorielle juste avant ou au moment où il a besoin de faire un effort d'attention, pour essayer de le maintenir, lui, qui n'arrête pas de faire ses hauts et ses bas, de le maintenir dans l'état de vigilance qui est nécessaire pour les apprentissages. Et au contraire, l'hyperréactivité, c'est l'inverse, c'est plutôt l'habituation et l'accoutumance par exposition progressive. Donc, en fait, il y a vraiment 3 réponses différentes à donner, et d'où l'intérêt de faire la part des choses entre les recherches sensorielles intenses et l'hyporéactivité. Donc, les stratégies d'enrichissement sensoriel chez les enfants avec syndrome d'Angelman, elles sont surtout centrées, puisqu'il y a tellement de recherches sensorielles intenses, ça n'est pas exclusif, mais elles sont surtout centrées sur ces recherches sensorielles intenses. Et les principales règles, c'est de pourvoir un enrichissement sensoriel qui permet d'agir en amont des comportements disruptifs et qui doivent être ces ressources sensorielles, très souvent quand même, des ressources sensorielles proprioceptives répétitives. Parce qu'il y a vraiment une problématique de ce côté-là, parce que les comportements d'ailleurs de recherche sensorielle intense qui sont problématiques dans le quotidien, ce sont les comportements proprioceptifs. Ensuite, de rechercher une attention focalisée au moment de la ressource sensorielle. Ça, c'est vraiment important parce qu'on cherche à améliorer les capacités attentionnelles de l'enfant. Et je l'ai dit en introduction, l'attention, elle est vraiment intriquée avec la modulation qu'on a de l'environnement qui nous entoure, de la perception de l'environnement qui nous entoure. Et de combiner, il y a une autre façon, un autre petit façon de faire qui est de combiner un sens problématique avec un sens qui est point d'appui pour l'enfant. Alors, chez les enfants avec syndrome d'Angelman, c'est très souvent le proprioceptif avec le visuel. Et donc, du coup, de pouvoir faire ça en séquence ou en simultané, ça permet d'améliorer l'attention des enfants pour des fonctions d'apprentissage. Et enfin, de proposer, évidemment, des outils de communication, des outils de compréhension, de choix et d'auto-évaluation. Alors, je termine, j'ai presque terminé. Je voulais dire que l'enrichissement sensoriel ne constitue pas un objectif d'accompagnement à lui seul. Il s'agit d'un outil. Il ne s'agit pas d'un objectif d'accompagnement. Chez un enfant avec syndrome d'Angelman, l'objectif de rééducation pluridisciplinaire ne peut pas être enrichir l'environnement sensoriel de l'enfant. Par contre, il doit sous-tendre les objectifs d'apprentissage, les objectifs moteurs, les objectifs cognitifs, les objectifs de communication. Et donc, il doit y avoir des ressources sensorielles dans les stratégies
d'accompagnement rééducatif. Voilà, je voulais vraiment faire la part des choses. Ça rejoint la question de Lara tout à l'heure sur est-ce que c'est un objectif ou est-ce que c'est un moyen? Ben, l'enrichissement sensoriel, c'est un moyen. C'est un moyen qui permet de favoriser les objectifs de rééducation des enfants. Je termine pour dire que justement dans les stratégies d'apprentissage, il existe une dissociation selon le phénotype entre les renforçateurs sensoriels et les renforçateurs sociaux. Les enfants avec un syndrome d'Angelman par délétion sont plus décrits plus sensibles aux renforçateurs sensoriels, tandis que les autres phénotypes sont plus sensibles aux renforçateurs sociaux. Alors, évidemment, ce n'est pas exclusif et ça ne veut pas dire que chez des enfants avec des lésions maternelles, il ne faut plus que proposer des renforçateurs sensoriels, mais lorsqu'on fait l'évaluation des renforçateurs pour l'enfant, c'est un facteur explicatif de se dire que, ben, oui, il y a peut-être plus de renforçateurs sensoriels et donc, ben, c'est peut-être son point fort, son point d'appui, en tout cas quelque chose que lui, il recherche, un besoin important. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne faut pas féliciter l'enfant. Et voilà, et ensuite, bon, ben, il mène à des adaptations des outils de communication, des outils pédagogiques, des outils de régulation comportementale. Je réinsiste sur le fait que l'évaluation des difficultés sensorielles des enfants avec syndrome d'Angelman doit mener à rédiger une synthèse des particularités sensorielles de l'enfant pour tous les partenaires d'accompagnement de l'enfant parce que ça améliore énormément la pertinence pour l'enfant de l'accompagnement qu'il reçoit. Et puis, j'insiste sur les progressions extrêmes dans les moments de transition de vie de l'enfant parce que ce sont des moments où les enfants sont quand même très dépendants de leurs accompagnants en termes de compensation sensorielle. Et lorsque l'environnement change, eh bien, tout est modifié pour les enfants et les moments de transition, évidemment, sont générateurs de difficultés comportementales supplémentaires. Et donc, c'est ma dernière slide, c'est juste pour dire que la différence entre les objectifs et les moyens, chez les enfants avec syndrome d'Angelman, du fait de ces particularités sensorielles et probablement aussi du fait des difficultés cognitives, et notamment attentionnelles, il existe du coup des difficultés de généralisation chez ces enfants, c'est-à-dire des difficultés à transférer un apprentissage donné dans un contexte à un autre contexte. Et que les objectifs, dans tout ça, les objectifs doivent être des objectifs définis le plus possible avec l'enfant, atteignables dans un temps court pour être perçus comme atteints par l'enfant lui-même. Et les stratégies d'apprentissage doivent s'appuyer sur la motivation de l'enfant et sur les renforçateurs adaptés. Il y a tout un travail à faire sur les renforçateurs sensoriels. Mais voilà, j'insiste sur le fait que les objectifs doivent être des objectifs élaborés avec l'enfant et sa famille et doivent inclure ces particularités sensorielles. Et alors, dans un monde merveilleux, on pourrait proposer aux enfants de s'auto-évaluer. Ici, j'ai mis un exemple d'échelle GAS avec l'enfant qui s'auto-évalue. Voilà, il a juste une échelle de progression en picto. Dessous, pour les rééducateurs, il y a toute la rééducation il y a tous les objectifs qui sont écrits de manière formalisée. Mais l'enfant, lui, peut s'auto-évaluer avec une échelle de progression. Et il est pris toutes ces particularités sensorielles et de généralisation sont prises en compte avec un objectif qui est très simple. Voilà. J'en ai fini. J'espère que c'était clair pour vous. Je suis désolée si j'ai pris un petit peu plus de temps. Non, du coup, il y a aucun problème. On est largement dans les temps. Donc, je suppose qu'on a peut-être quelques questions dans l'assistance. Donc là, on a un merci. Alors, on a une question là sur le chat. Je ne sais pas si vous pouvez la lire ou si vous souhaitez que je vous la lise. Non, vous pouvez peut-être la lire. La question de Charlotte, c'est ça? Oui, Charlotte, oui, bien sûr. Alors, dans le syndrome d'Angelman, non, je n'ai rien lu à ce sujet. Alors, la question, pardon, est savez-vous si un lien est établi entre CBD et amélioration de la régulation sensorielle? Non, j'ai rien lu à ce sujet, mais par contre, pour moi, il y a un lien qui est évident entre la régulation sensorielle et l'hyperexcitabilité neuronale. Et donc, on peut penser que tous les traitements ont possiblement un effet qui peut être un effet péjoratif ou un effet d'amélioration sur la régulation sensorielle. En tout cas, il a été dans mon travail de thèse, j'avais questionné après l'introduction des traitements s'il y avait des modifications comportementales et notamment des modifications comportementales, des comportements sensoriels et c'est rapporté par les familles. Non, voilà,
Ce n'est pas, il n'y a pas eu, je ne connais pas de publication sur ce sujet. D'accord, donc on a une nouvelle question sur le chat. Oui, alors, est-ce qu'il existe un outil plus adapté que le profil de Dune? Il existe plusieurs outils oui, il existe plusieurs profils sensoriels. Il existe l'équipe là qui a fait la distinction entre les recherches sensorielles intenses et l'hyporéactivité, a mis en œuvre un outil qui pour le moment n'est pas traduit en langue française. Mais à mon avis, c'est pas tant lorsque l'on a cette vigilance par rapport aux ressources sensorielles, aux recherches sensorielles intenses, en réalisant un profil de Dune, on peut tout à fait proposer des adaptations sensorielles adaptées. Mais c'est simplement que dans l'interprétation du profil, il faut tenir compte de ce qui est de l'hyporéactivité et ce qui est plutôt des recherches sensorielles intenses. C'est vraiment une question d'interprétation, hein. Ce n'est pas une question de l'outil lui-même. D'accord, merci. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà, oui, bien sûr. J'ai vu des accompagnements sur... Ah, attendez. Alors, il y a deux questions. Alors, je n'arrive pas à remonter sur la première. Y a-t-il des accompagnements? J'ai vu des accompagnements sur l'interoception proposés par des ergots, par exemple, à l'étranger. Est-ce qu'il existe des programmes pour accompagner cela? Alors, il faudrait que vous soyez plus spécifique. Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Quelle équipe a écrit sur les recherches sensorielles intenses? Il y a Lucy Jane Miller a beaucoup écrit sur cette question. Elle a écrit un article en 2017 qui est très intéressant et qui décrit en fait une corrélation entre les profils qui associent des recherches sensorielles intenses à une hyporéactivité ou une hyperréactivité et les enfants qui n'ont un profil que d'hypo ou d'hyper. Et elle décrit que les enfants qui ont ces recherches sensorielles intenses sont cliniquement des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement plus sévères. Et ce n'est pas vrai que pour le syndrome d'Angelman, mais je trouve que c'est des études qui sont assez intéressantes et elle a publié également des études pour voir s'il y avait une corrélation de l'activité cérébrale par des analyses EEG entre les enfants qui avaient des recherches sensorielles intenses, pardon, et des enfants qui n'en avaient pas. Et elle a vu également des corrélations. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous pourriez préciser... Ah, c'est Mathilde. Ouais. Mathilde, est-ce que tu pourrais préciser ta question? Oui, je me permets d'activer le micro, ce sera plus facile peut-être. Oui. Oui, je vois ça sur notamment une personne qui a l'air spécialisée dans l'interoception et sa prise en charge et comment améliorer le fait que l'enfant va mieux identifier les signaux sensoriels intérieurs. Sur la faim, l'envie de faire pipi, les émotions aussi, quand c'est des signaux qu'on peut ressentir aussi physiquement avec le battement de cœur. Et donc, elle a développé un programme comme ça pour essayer d'accompagner ça, aider la personne à prendre conscience déjà de ces signaux sensoriels. Parce que moi, j'ai l'impression que ça pourrait beaucoup aider mon fils. Et je ne connais pas de programme en langue française. J'en connais pas non plus, mais effectivement, j'ai pas du tout parlé de l'interoception. J'ai un peu hésité à le faire, mais j'ai beaucoup moins de données là-dessus. Mais oui, effectivement, c'est une problématique majeure. Je connais pas de programme en langue française. Mais par contre, les principes par rapport à l'interoception, on peut quand même se poser la question de l'hyporéactivité et d'un seuil qui est très abaissé pour certaines informations sensorielles internes. Et donc, c'est les mêmes principes, c'est-à-dire que la question de la rééducation de ces informations sensorielles, elle est celle de varier la fréquence, la durée, etc. Alors après, en pratique, à mettre en œuvre, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec des stimulations externes. Mais ça m'intéresse de voir... Je peux mettre la référence parce que ça me paraissait justement des choses vraiment plus appliquées parce qu'on les reconnaît tous, ces troubles sensoriels là, mais après, qu'est-ce qu'on fait à partir de là, quoi? Donc, j'ai mis le lien de la personne à qui je faisais référence pour... D'accord, je te remercie. Merci. Après, je ne l'ai pas fait, hein. Vraiment, je suis en recherche justement d'informations.
Alors, il y a une autre chose dont je n'ai pas parlé dans le PowerPoint, c'est que toutes ces informations sensorielles, elles donnent lieu à une programmation motrice volontaire, donc comportementale. Du coup, on a beaucoup parlé des comportements volontaires. Enfin, j'ai beaucoup parlé des comportements volontaires dans cette présentation, mais je n'ai pas du tout parlé des réflexes. Les réflexes, ce sont des chaînes motrices involontaires, inconscientes, qui sont mises en jeu lors d'une stimulation sensorielle particulière, qui sont du coup des réflexes archaïques, qui sont hérités du développement humain et qui peuvent altérer le fonctionnement des enfants. Là aussi, il y a des propositions de rééducation, des réflexes, par mise en jeu de stimulation sensorielle particulière et de réactions motrices attendues, qui sont aussi assez intéressants. Je sais qu'il y a des familles qui vont à l'étranger pour faire ce type de rééducation. Et c'est logique que ça puisse être utile après dans la mise en œuvre au quotidien, c'est compliqué. Mais je me permets moi aussi d'activer mon micro pour poser une question, Delphine. Est-ce que, excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée, mais est-ce que il est possible, avec les connaissances et les papiers scientifiques qu'il y a aujourd'hui, d'essayer de faire, comment dirais-je, une sorte de portrait sensoriel par origine génétique du syndrome d'Angelman? C'est assez difficile parce qu'en fait, les auteurs, il y a plusieurs auteurs qui... Alors, d'abord, il y a assez peu d'études, mais il y a quand même plusieurs auteurs qui en parlent. Et la difficulté, c'est qu'ils n'utilisent pas les mêmes outils d'évaluation. Et donc, du coup, leurs interprétations sont leurs interprétations et elles ne sont pas forcément superposables. Donc, moi, je suis assez persuadée qu'il existe effectivement une corrélation génotype-phénotype et une corrélation liée à l'âge dans le syndrome d'Angelman qui a été décrit de manière ponctuelle pour tel type de comportement. Mais je pense qu'on n'a pas assez de données de la littérature pour en faire une synthèse globale, exhaustive, actuellement. Ça nécessiterait d'avoir un outil adapté à l'évaluation des troubles sensoriels du syndrome eux-mêmes, notamment, par exemple, l'évaluation de la température et de la douleur, elle ne fait pas partie du profil sensoriel. Donc, si on ne pose pas la question, on ne peut pas savoir. Et ensuite, ça nécessite d'avoir aussi des outils qui sont adaptés à la façon d'évaluer et donc qui sont des questionnaires parentaux et qui peuvent permettre d'avoir une analyse la plus fine possible du comportement des enfants et des adultes. Et on n'a pas d'études chez les adultes. Enfin, j'en connais pas. Bien, bon, je crois que nous avons atteint le temps limite. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce troisième webinaire. Je crois qu'il était très, très intéressant. Je remercie chaleureusement les deux intervenantes. Au nom de l'AFSA, je vous souhaite à tous de passer d'excellents moments avec vos proches au moment de ces fêtes de fin d'année. Nous espérons pouvoir avoir de nouveaux rendez-vous comme celui-ci au cours de l'année 2023. Et vous pourrez visionner bien sûr le replay sur la chaîne YouTube de l'AFSA de ce webinaire. Et vous serez informé de la publication sur la chaîne YouTube par la page Facebook. Donc, il me reste à vous souhaiter à tous une excellente journée. Merci encore. Et donc, j'espère que nous pourrons nous revoir l'année prochaine. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.